C'est un événement. 40 ans après sa première publication en France, L'archipel du Goulag sort pour la première fois dans un format poche, un gros volume de près de 1000 pages dans la collection Point, une version abrégée et inédite avec une traduction entièrement révisée. Cette immense fresque sur l'univers concentrationnaire a changé le regard des Occidentaux sur l'URSS, et le destin exceptionnel de ce texte explosif est à l'image de son auteur, Alexandre Solzhenitsyn. Alors il est né en 1918 dans le Caucase, il y passe sa jeunesse, éducation à l'ombre des liturgies orthodoxes, avec sa mère, brillantes études, mathématiques, philosophie, il acquiert très vite une culture immense, et puis en 1941, il est mobilisé et va combattre sur le front jusqu'à l'hiver 44-45. Mais soudain, tout bascule. En février 1945, il est arrêté en Allemagne parce que dans une lettre à un ami, il a émis des réserves sur les compétences militaires de Staline. Jugé par le KGB, il est condamné à 8 ans de camp de travail. Il est libéré quelques jours avant la mort de Staline, officiellement libéré mais en fait condamné à une sorte de bannissement perpétuel dans un petit village du Kazakhstan où il devient instituteur. C'est là qu'il commence à écrire. Son premier livre est un roman qui s'appelle Le Premier Cercle, dans lequel il raconte l'enfer de toute incarcération. Et puis il tombe malade, donc il s'en va à Tachkent, pense-t-il, pour y mourir. Et puis finalement il survit presque miraculeusement. Et de cette expérience, il va tirer l'un de ses livres majeurs, Le Pavillon des cancéreux. Alors vient le temps de la déstalinisation. Sous Khrouchtchev, il est réhabilité et dès lors, il n'aura de cesse de témoigner sur ce qu'il a vécu. Il commence par écrire une nouvelle qui est restée, Une journée d'Ivan Denisovitch, dans laquelle il raconte une journée de la vie d'un prisonnier et tout ce qu'il y vit, la force morale qu'il lui faut pour surmonter cette épreuve. Et puis, il s'attaque à son monument, son immense œuvre, L'archipel du Goulag. En fait, on ne peut pas comprendre Solzhenitsyn sans le fait que, d'une part, il a vécu concrètement l'expérience du Goulag, mais aussi qu'il y a puisé, presque de manière mystique, une sorte de rédemption dans les souffrances qu'il y a traversées. Vient ensuite les années Brejnev, c'est à nouveau la glaciation, il est constamment surveillé, inquiété, il doit même cacher le manuscrit de l'archipel du Goulag, et en 1970, lorsqu'on lui décerne le prix Nobel de littérature, il décide de ne pas se rendre à Stockholm car il pense qu'on ne le laissera pas rentrer à nouveau en URSS. Et en 1974, après une nouvelle protestation solennelle, il est arrêté, déchu de sa nationalité et expulsé. Il passe d'abord par Zurich, puis il va vivre aux États-Unis, dans un petit village montagneux du Vermont, au milieu des arbres, où il reçoit Bernard Pivot pour un apostrophe qui est resté mémorable. En 1978 éclate une bombe, ce qu'on appelle le discours de Harvard. Devant l'université, il s'en prend bien sûr au système soviétique, qu'il qualifie de bazar idéologique, mais aussi au système américain, au système occidental, qu'il qualifie de bazar mercantile. Et il met en garde l'Occident contre la décadence matérialiste en espérant qu'elle ne touchera jamais la Russie. Alors c'est une levée de bouclier, beaucoup d'intellectuels occidentaux se détachent de lui et se mettent même à le voir comme un fanatique, un nationaliste, voire un fasciste. Solzhenitsyn continue imperturbablement à travailler, il publie un après un les volumes de son immense fresque sur l'histoire de la Révolution qu'on appelle La Roue rouge. Puis arrivent les années Gorbatchev, il rentre, c'est le temps du retour, il est réhabilité et continue jusqu'à sa mort en 2008 de travailler. Sa dernière grande œuvre sera son essai sur les relations entre le peuple soviétique russe et les juifs. Ça s'appelle 2 siècles ensemble. Solzhenitsyn, avec son magnifique visage, son immense barbe, reste pour moi
la figure emblématique du dissident intégral, dissident au système soviétique, dissident au monde occidental. Il ne faut donc surtout pas l'oublier et derrière, il reste un immense écrivain. Et pardon, cher Jean-Marie, d'avoir été un peu plus long qu'à l'habitude.